souhaité une cohérence éditoriale qui ne s'est jamais démentie. Je crois même qu'il n'y a pas d'autre exemple dans le paysage littéraire où il y a une telle cohérence dans la politique éditoriale et dans les auteurs qui sont publiés chez Minuit. On a le sentiment effectivement d'une filiation, d'une solidarité mystérieuse entre les auteurs des éditions de Minuit d'hier et d'aujourd'hui, parce que sans concertation entre vous, il y a comme une petite musique commune qui affleure dans les textes, peut-être parce qu'ils se lisent entre eux et qui crée ainsi une émulation qui donne le sentiment que vos textes ne pourraient pas être édités ailleurs que chez Minuit. Alors, je voulais savoir, ma première question, c'est est-ce que toi qui es justement l'un des auteurs les plus importants de cette maison d'édition, est-ce que tu partages ce sentiment de lecteur? Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, très bien. On m'entend à distance. Ma voix traverse les continents, passe du jour à la nuit qui tombe à Singapour. Je vois par la fenêtre de l'image de Sébastien que la nuit commence à tomber à Singapour. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui lie encore, je crois, encore aujourd'hui les auteurs Minuit. Et cette chose, je ne dirais pas une musique, je dirais plutôt une exigence littéraire. C'est-à-dire qu'il y a sans doute de grandes différences entre des auteurs comme Jean Echenoz, Laurent Meuvigné, Tanguy Viel ou moi-même qui publions aujourd'hui, Julia Deck aussi. Il y a des grandes différences, mais il est certain que chez chacun de ces auteurs, il y a une très grande exigence littéraire. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire de tous les romans publiés, par exemple, lors de cette rentrée. Je ne les ai pas lus tous, mais je ne suis pas sûr qu'on retrouverait cette très grande exigence littéraire. C'est un peu la même chose, je crois, que recherchait Jérôme Lindon. Jérôme Lindon se demandait, chaque fois qu'il recevait un texte et qu'il publiait un auteur, s'il pouvait défendre le texte. Donc il y avait quelque chose de très subjectif. C'était son choix, c'était son goût, son amour pour les textes de Beckett, de Duras, de Robbe-Grillet, etc., Claude Simon, qui ont été cités. Mais là encore, c'était des textes différents. On n'aurait pas pu dire ce qui les réunissait, si ce n'est cette très grande exigence littéraire, qui est une chose mystérieuse, mais qu'on retrouve dans le monde entier, dans la littérature mondiale, chez des auteurs aussi différents que Kafka, Faulkner, Beckett, Dostoïevski. Et finalement, c'est très difficile à définir, en fait, ce qu'est cette exigence littéraire. Je dirais même c'est comme expliquer aux profanes ce qu'est la littérature, ce qui constitue finalement la qualité littéraire d'un texte. Généralement, quand on entend les auteurs à la radio ou à la télévision, on dirait qu'ils parlent d'une histoire avec des personnages. Pratiquement, on a l'impression que ces personnages existent et ils en parlent, il y a des épisodes, etc. Ils parlent très très peu de technique littéraire. Ils parlent très très peu de construction, de rythme, de grammaire. Et d'ailleurs, à juste titre, parce qu'un auteur qui parlerait que de grammaire à la télévision, c'est pas sûr qu'il vendrait très bien ses livres. Enfin bon, je passe. La question, c'est que je crois qu'il est possible d'aborder la littérature, de parler de littérature à un public large, en essayant de faire comprendre quels sont les enjeux réels d'un livre. Et les enjeux réels d'un livre, pardonnez-moi de vous le dire aussi nettement, ne tiennent pas nécessairement à l'histoire qui est racontée dans ce livre. Alors certes, c'est un élément qui compte, et certainement, il faut rendre les livres qu'on écrit plaisants, il faut qu'il y ait un plaisir, il faut qu'il y ait du désir, il faut que les lecteurs aient envie, quand ils voient mon livre, les émotions, ils aient envie de le lire, d'ouvrir les pages et même de tourner les pages. Et même, sur le précédent livre qui s'appelle La clé USB, j'ai eu comme compliment, c'est un compliment assez rare qu'on faisait au sujet de mes livres, qu'on avait envie de tourner les pages rapidement pour savoir ce qui suit. Mais pour moi, ce qui importe, c'est plus que de savoir quelle était l'histoire que je racontais.
c'était la façon dont je le racontais, c'était la façon dont j'allais impulser un rythme, un suspense, une technique romanesque finalement. Alors, justement, hein, je disais en préambule que tu succédais à la génération des nouveaux romanciers, et la critique des universitaires s'accorde à dire que la parution de la salle de bain a sonné le glas du nouveau roman au sein des éditions de Minuit. Alors, je le rappelle, hein, le nouveau roman, de manière caricaturale, hein, c'est l'absence de personnages, c'est très radical, hein, c'est l'absence d'intrigue, d'histoire, l'absence de cadre spatio-temporel, où le roman n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture, pour reprendre les mots de Jean Riccardo. Et comme si l'art ne devait continuer d'exister qu'en tant qu'art sans autre justification, finalement. Et donc, Rob Grillet disait que l'art devait rester la chose la plus importante pour l'artiste. Euh, Ainsi que, disait-il, un auteur qui pense à un livre futur, il pense d'abord au vocabulaire, il pense d'abord à l'architecture, à la structure, il pense d'abord aux expressions et aux mots qui seront utilisés. Et donc, c'est ce que tu viens de dire, à savoir l'écriture qui est première, la littérature étant l'art d'écrire avant d'être l'art de raconter, puisqu'on peut passer par l'oral pour raconter Ovide, Homère, on n'avait pas besoin d'écrire pour raconter des histoires. Donc, du coup, évidemment, l'écriture est autre chose, évidemment. Et du coup, je me demandais hein, comment s'est opéré ce passage d'une génération à l'autre et que reste-t-il du nouveau roman, de cette avant-garde chez toi? Alors, peut-être dans tes premiers romans et aujourd'hui. Alors, en réalité, je pense que Alain Robbe-Grillet, est vraiment un très grand critique. Il a d'ailleurs bataillé dans les années 60 pour essayer de faire connaître à un public plus large, dans des revues, à la radio, pour expliquer sa conception de l'histoire. Alors, Alain Robbe-Grillet a pris un peu comme adversaire symbolique Balzac, en disant, nous sommes en 1960, il était en 1960, il disait, on ne peut plus écrire comme au 19e siècle. Balzac est un grand écrivain, mais il écrivait d'une certaine façon, et on ne peut plus, en 1960, écrire avec cette naïveté, entre guillemets, de Balzac. Je dirais d'ailleurs que maintenant nous sommes en 2020, et il y a encore beaucoup d'auteurs qui ne se sont pas rendus compte qu'on était en 2020 et qu'on ne pouvait plus écrire comme au 19e siècle. Mais pour préciser ce que Robbe-Grillet voulait dire, il y a un article théorique qui est très important dans un recueil de textes qu'a écrit Robbe-Grillet qui s'appelle Pour un nouveau roman. Et dans ce recueil de textes, il y a un article qui s'appelle Sur quelques notions périmées. Et c'est très intéressant la façon dont il parle de certaines notions périmées. La première, alors je ne sais pas si c'est la première, mais enfin, disons la première, il dit c'est le message. Il dit la littérature n'a pas pour but de faire passer un message. Alors là, je veux dire, tout le monde est d'accord maintenant, et c'est vrai que ça s'adressait beaucoup plus à une littérature des années 40, 50, 1940, 1950, où la politique était imprégnait complètement la société, le marxisme était extrêmement présent et qu'il y avait dans la littérature une tentation finalement de faire passer un message. Cette chose-là, je pense, a disparu sans combattre. Il est très rare qu'on voit aujourd'hui, mais dès les années 1980, plus personne n'écrivait vraiment pour faire passer un message, j'entends un message politique. Je pense que ça s'est un petit peu éteint. L'autre notion périmée, alors ça, on arrive à quelque chose de plus radical et on va arriver là à comprendre pourquoi le nouveau roman a été autant critiqué. C'est que c'était cette question de l'histoire. Le roman, d'après Robbe-Grillet, n'était pas avant tout fait pour raconter une histoire. Et disons que jusque-là, moi, je le suis. En tout cas, sur ces deux notions-là, d'accord, la littérature n'a pas avant tout, ou nécessairement ou prioritairement pour fonction de raconter une histoire. Je suis d'accord. Et après, je vais vous dire ce qu'elle doit être, ou plutôt je vais vous le dire tout de suite, sinon je vais oublier. La littérature, en fait, doit présenter une vision du monde. Il doit finalement exprimer quelque chose de la subjectivité d'un auteur qui, dans le meilleur des cas, va rejoindre la subjectivité d'un lecteur.
Ça, pour moi, c'est la littérature réussie. C'est un individu, une personne, une subjectivité, l'auteur, qui exprime sa vision du monde par sa sensibilité. Et dans le meilleur des cas, il y a un échange qui se fait avec le lecteur, parce que le lecteur, avec sa propre sensibilité, avec sa propre histoire personnelle, va entrer en connexion avec ce que propose l'auteur. Là, on est dans ce que la littérature peut proposer de plus intéressant et de meilleur. Ça passe ensuite, évidemment, par quelque chose de très formel, on y reviendra certainement, lié à l'usage des mots. La littérature, c'est l'art d'écrire, et pour écrire, on se sert des mots, on fait des phrases. Donc ça c'est un point. Jusque-là, je suis d'accord avec Robbe-Grillet. Reste un point. Une troisième notion périmée, selon Robbe-Grillet, c'est le personnage. Robbe-Grillet dit il n'y a pas besoin de personnages dans les romans. Et là, je m'arrête. Je ne le suis pas. Parce que je trouve au contraire que finalement, le personnage est une des choses les plus importantes, justement, pour faire passer cette vision du monde, pour faire passer cette sensibilité subjective. Si on arrive à des excès, je dirais, d'abstraction, avec certains, peut-être, abus qu'il y a pu avoir avec le nouveau roman, où les personnages étaient complètement désincarnés. On pouvait avoir des personnages qui s'appelaient A ou B. Bon, évidemment, si le personnage s'appelle A ou B, on a quelque chose de totalement abstrait, désincarné, et je ne pense pas du tout que ce soit une voie féconde pour la littérature. Donc, je dirais, avec beaucoup d'intelligence, avec d'excellentes références, Robbe-Grillet porte un regard sur la littérature au milieu du XXe siècle tout à fait pertinent, mais je pense qu'il va trop loin en se méfiant, en essayant de faire accroire que le personnage serait une notion périmée. Il y a eu des tentatives extrêmement intéressantes qui ont été très loin dans le cas et dans le traitement du personnage dans la littérature. Ça peut être chez Faulkner, où le personnage, on ne sait plus qui parle, et il y a une sorte de confusion. On a parfois des personnages qui portent le même nom, et le lecteur à ce moment-là est perdu. Je ne trouve pas, moi, que ce soit extrêmement satisfaisant. Cette confusion n'apporte pas, à mon avis, grand-chose, mais en tout cas, ce sont des expériences qui ont été très loin. Faulkner est un très grand auteur, mais pas nécessairement dans cette pratique-là qui me semble plus prêter à confusion qu'autre chose. On a des personnages qui ont pu aller très très loin dans cette façon d'être désincarnés, et je pense à l'exemple de Kafka. Kafka qui appelle ces personnages avec une initiale, K, personnage du procès, personnage du photo, qui s'appelle simplement K. On a quelque chose de désincarné, mais l'œuvre de Kafka est telle, il y a une telle force, une telle sensibilité aussi, qui fait que, voilà, c'est pas très grave, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Alors, nous avons aussi, évidemment, les expériences radicales. Ça peut être les expériences radicales chez Beckett et les expériences radicales chez Joyce, avec le monologue intérieur, chez Virginia Woolf également. On a déjà eu beaucoup d'expériences comme ça. En arrivant, moi, sur le terrain, si je puis dire, en 1985, avec mon premier roman, La salle de bain, finalement, j'ai regardé tout cet héritage des éditions de Minuit, tout cet apport théorique de Robbe-Grillet avec beaucoup d'intérêt, en retenant énormément de choses, mais en ne cherchant pas à aller plus loin. Je ne voulais certainement pas être plus radical que le nouveau roman, plus radical que Beckett. C'eût été une impasse. Je ne vois pas où ça pouvait mener. Donc, je voulais tenir compte d'un certain nombre d'enseignements et de remarques très justes qu'avait fait Robbe-Grillet sur l'état de la littérature, mais je ne voulais pas sacrifier le personnage. Et lorsqu'est paru mon premier roman, La salle de bain, en 1985, certes, il n'y avait pas de message politique, certes, il n'y avait pas une histoire au sens classique, et je remarque que personne ne me l'a reproché. Même s'il y a eu quelques articles négatifs sur La salle de bain, pas beaucoup d'ailleurs, personne ne disait « mais ça ne raconte rien ». C'était quelque chose que finalement le nouveau roman avait réussi à faire passer. On pouvait écrire des livres qui étaient plaisants, agréables à lire et qui ne racontaient pas nécessairement une histoire.
Mais je crois qu'il y avait un personnage, le narrateur de la salle de bain, le je, qui n'a pas de nom de la salle de bain, était une sorte de projection de moi-même, une sorte d'ombre de moi-même, l'auteur, mais qui apportait, je pense, ma vision du monde, une conception, une sensibilité, et qui pouvait rentrer en adéquation, en résonance avec la sensibilité du lecteur. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé, puisque ce premier roman, en 1985, a connu un succès tout à fait inhabituel pour un premier roman publié aux éditions de Minuit. Ça ne s'était jamais arrivé qu'un premier roman ait ce succès, un succès relatif, mais enfin quand même 50 000 exemplaires vendus, beaucoup de traductions, une adaptation cinématographique. Donc il s'est passé quelque chose, et en effet une rencontre à la fois professionnelle et amicale avec Jérôme Lindon. Alors, il y a quand même un principe qui a prévalu chez les nouveaux romanciers et que l'on retrouve, à mon avis, chez toi, alors soit par effleurement, soit de manière tout à fait assumée, c'est le soupçon jeté sur le contrat de confiance tacitement passé entre l'auteur et le lecteur. Et avec toutes les techniques de la contre-illusion, et je pense notamment à l'inquiétude de l'appareil photo, que tu connais, que tu pourrais peut-être nous citer de mémoire, parce que je me permets de te le demander, parce que je crois savoir que tu le connais par cœur. J'ai pas de notes, là j'ai des émotions, mais je vais quand même essayer de me souvenir. C'est à peu près à la même époque de ma vie calme où d'ordinaire rien n'advenait, que dans mon horizon immédiat coïncidèrent deux événements qui, pris séparément, ne présentaient guère d'intérêt et qui, considérés ensemble, n'avaient malheureusement aucun rapport entre eux. Ah. Et donc, là, ce que le lecteur reçoit, c'est, pardon, un foutage de gueule, on peut le dire. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'auteur nous dit, dès la première phrase de l'Incipit, alors la phrase est sublime, elle est très belle, elle est très bien écrite, on pourrait faire une explication de texte sur cette phrase-là, mais quand même, ce qu'il nous dit, c'est, attention, voilà, ce que je vous propose, c'est, il va rien se passer, en fait. Effectivement, c'est pas l'histoire de quelqu'un qui passe son permis de conduire. Je précise, en effet, j'ai pratiquement mis un mois à écrire cette phrase. Il y a en effet dans cette phrase, je crois, une vraie proposition théorique sur la littérature. Je note d'ailleurs qu'Alain Robbe-Grillet, qui enseignait aux États-Unis, a choisi cette première phrase, ou même ce premier paragraphe de l'appareil photo, dans le cadre des cours qu'il donnait aux États-Unis. Comme exemple, il y avait un texte de Paul Auster, un texte de Marguerite Duras, et ce début de l'appareil photo comme exemple justement que… alors, je vais faire une phrase un peu bizarre, mais ce qu'il ne fallait pas faire, c'était Balzac, et ce qu'il fallait faire, c'était le début de l'appareil photo. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez programmatique là-dedans. Je me permets de la répéter, puisque, comme tu le sais, je la connais par cœur. Je vais la répéter maintenant que je l'ai un peu explicité. C'est à peu près à la même époque de ma vie calme où d'ordinaire rien n'advenait. Donc c'est vrai que déjà, l'arrière-plan, ça ne promet pas grand-chose en termes littéraires. Vie calme où d'ordinaire rien n'advenait. Bon, ça sera l'arrière-plan. Vie calme où d'ordinaire rien n'advenait. C'est à peu près à la même époque de ma vie calme où d'ordinaire rien n'advenait, que dans mon horizon immédiat coïncidèrent deux événements. Alors là, on se dit, bon, voilà, c'est ça qu'il va nous raconter. Ça peut être un bon début d'un auteur qui dit, bah, il y a deux événements qui… Alors ça peut être un début de polar, ça peut être les grands auteurs de polar, deux événements qui, pris séparément, ne présentaient guère d'intérêt, boum, patatras, et qui, considérés ensemble, n'avaient malheureusement aucun rapport entre eux, repatatras. Bon, alors, évidemment, et comme tu le précises, le début, ça raconte quelqu'un qui va passer son permis de conduire, et l'autre événement, c'est qu'il a reçu la nouvelle de l'annonce du mariage d'un de ses amis. Donc, il y avait très, 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 comment dirais-je, délibérément, une volonté de dire, je vais raconter des choses qui n'ont aucun intérêt. Et pourquoi c'était intéressant de le dire? Alors, c'était de dire de façon sous-jacente, puisque ce que je raconte n'a aucun intérêt, il faut le dire bien, il faut le raconter bien pour vous passionner,
parce que je veux bien qu'il y ait cette idée de foutage de gueule, se foutre de la gueule du lecteur, mais je ne voulais jamais que le lecteur ne soit pas captivé par mon roman. J'ai beaucoup travaillé pour que le lecteur suive le roman, soit passionné et envie de le lire. Alors, il y avait l'humour qui pouvait le maintenir, il y avait une certaine forme littéraire, mais pour moi, c'était indispensable de garder l'intérêt du lecteur. Et ça je ne le perdais jamais de vue. Et tout en voulant garder l'intérêt du lecteur, je me privais volontairement de tout ce qui pouvait le passionner, c'est-à-dire une histoire, un suspense, des rebondissements. Et si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Finalement, il reste la littérature. Alors, j'ai fait ça à 30 ans, assez provocateur, et c'était, je crois, une étape importante dans mon travail. Le texte, l'appareil photo est un livre qui a marqué, autant que la salle de bain d'ailleurs. Et après, je dirais que je me suis un peu... j'ai été moins radical par la suite. C'est vrai que le cycle de Marie, qui commence au début des années 2000, ces 4 romans qui s'appellent finalement, réunis en un seul volume sous le titre MMMM, ces 4 romans, Faire l'amour, Fuir, La vérité sur Marie et Nu, je suis beaucoup moins radical et je dirais que j'ai d'autres priorités qui vont survenir finalement. Je vais rechercher quelque chose de plus poétique, je vais rechercher la beauté, il y a une dimension de voyage, la présence de l'Asie, enfin bon, l'amour, des fondamentaux. Alors, il y a aussi le fait que je ne voulais pas écrire toujours le même livre. Après avoir écrit l'appareil photo en 1989, d'une certaine façon, j'avais fait le tour d'un certain type de roman et j'ai commencé avec les années 2000 quelque chose de plus vaste, cette grande histoire d'amour qui s'étend sur une quinzaine d'années. Et ayant achevé ce cycle de Marie en 2013, j'ai entamé, donc là depuis 4-5 ans, avec La clé USB qui est paru l'année dernière en 2019 et Les émotions qui est paru en 2020, un nouveau cycle romanesque où là, finalement, ce côté un peu impertinent a complètement disparu puisque je m'attache à un sujet plus grave et plus sérieux aussi. C'est la première fois dans ce cycle romanesque-ci que j'aborde des questions comme la politique, l'Europe, la ville de Bruxelles. Donc, je n'écris pas toujours exactement le même livre depuis 30 ans. Oui, il y a vraiment j'allais en parler, hein, j'allais parler vraiment de cette faculté que tu as depuis 17 livres, parce que ce sont 17 romans que tu as publiés aux éditions de Minuit. Et on remarque qu'il y a une très grande connexité, même s'il y a ce souci de renouvellement, une très grande connexité qui forme une œuvre en soi, clairement, et qui s'est construite tout au long du parcours, même si évidemment il y a une évolution, il y a une prise de risque de ta part. Parce que je crois que tu en as parlé pour Faire l'amour, mais ça a décontenancé beaucoup de tes lecteurs qui essayaient de trouver de l'humour un peu partout, sauf que, on peut le dire par une formule, mais dans Faire l'amour, la gravité reste grave. Et même si c'est par petites touches, l'humour est là, l'ironie est présente, mais on est vraiment dans l'effleurement. Alors qu'avant, c'était un moyen aussi de ne pas forcément tomber dans le pathos quand on était justement dans l'évocation des émotions. Et justement, sur cette évocation-là, alors c'est intéressant parce qu'en fait, il y a cette idée qu'au tournant du XXIe siècle, tu as changé aussi ta manière, non pas d'écrire, mais voilà, des phrases au plus long cours, des phrases, comme tu l'as dit, plus poétiques, avec un projet qui était sur les émotions, Faire l'amour, parler d'une séparation amoureuse de manière grave. Est-ce que précisément, il y a eu aussi cette idée qu'on pouvait parler de psychologie, d'émotion, sans faire pour autant l'économie du style? Et je sais, on a beaucoup parlé de Rebrier, mais Rebrier disait souvent qu'il ne fallait surtout pas parler de psychologie, il ne fallait surtout pas parler d'émotion parce que ça détournait le lecteur, l'attention du lecteur sur ce qui comptait, à savoir l'écriture. Et toi, tu as essayé de démontrer, je pense que c'est réussi, tu as essayé de démontrer que l'un n'était pas incompatible avec l'autre. Oui, alors d'abord une remarque générale sur la façon dont je conçois mon travail. Donc depuis 1985,
mon premier roman est paru en 1985, La salle de bain, et je conçois ça comme un parcours, une recherche. Euh, la difficulté, c'est à la fois il faut combiner deux choses qui sont incompatibles en fait. Je pense que d'une certaine façon, il faut toujours écrire le même livre parce que c'est la marque d'un écrivain et que, en effet, la plupart des grands écrivains écrivent toujours le même livre. Ils ont une identité, une très grande force. Mais en même temps, il faut à chaque fois se renouveler. Et ça, c'est la difficulté. C'est-à-dire comment. Alors, il faut être fidèle à soi-même, mais en cherchant toujours à se renouveler. Donc, alors je l'ai vraiment éprouvé, je m'en suis rendu compte sur 30 ans, 35 ans, comment écrire toujours le même livre avec finalement cette vision du monde qui est quand même toujours plus ou moins la même, cette sensibilité qui est quand même toujours plus ou moins la même, comment réussir à chaque fois à se renouveler. Donc ça, c'est une très grande difficulté. J'y réponds en disant que les priorités sont parfois différentes. Même si c'est toujours la même sensibilité, la même personnalité, dans mes premiers romans, j'insistais peut-être plus sur l'ironie, sur l'humour, sur une certaine désinvolture, qu'à un moment, à partir des années 2000, j'ai quand même recherché quelque chose. La priorité pouvait être la beauté, pouvait être une recherche plus poétique. Et puis finalement, j'ai trouvé encore une autre chose, de me dire que la priorité, c'était ce que j'ai appelé l'énergie romanesque. C'était qu'il fallait que le livre porte une énergie propre, indépendamment de l'histoire que le livre raconte. Peu importe finalement l'histoire que le livre raconte, ce qui compte, c'est que le livre ait une énergie en soi. Et donc ça, je l'ai beaucoup travaillé au moment de Fuir la vérité sur Marie, avec ces grandes scènes, la fuite du cheval sur un aéroport, la fuite à trois sur une moto de nuit dans Pékin, bon, avec des scènes très fortes, je dirais, indépendamment de l'histoire, indépendamment de ce que le livre raconte, des moments très forts, assez métaphysiques, très visuels, qui doivent normalement entraîner le lecteur. Alors, maintenant sur la psychologie. En effet, tu as raison de souligner que Rob Grier se méfiait et condamnait la psychologie comme étant une sorte de facilité du roman qu'il fallait plutôt éviter. Je crois que pendant les 15 premières années où j'ai publié des livres, je suivais presque instinctivement cette recommandation d'éviter la psychologie. C'est un peu comme si j'avais été peintre et qu'on m'avait dit ne mettez pas d'orange ou pas de vert parce que c'est très difficile d'utiliser le vert ou l'orange. Alors, pour le jeune peintre que j'étais, assez naturellement, disait bon, ben, je ne vais pas mettre de vert, je ne vais pas mettre d'orange, puisque c'est casse-gueule, difficile à utiliser. Mais au bout de 20 ans, ayant une certaine pratique, je me suis dit, ben, si j'avais été peintre, je me serais dit, ben, bon, ben, pourquoi pas du vert, pourquoi pas de l'orange et finalement, je m'y suis mis. Et donc, en fait, la chose, c'est qu'à partir du début des années 2000, à partir du moment où j'ai commencé à traiter cette histoire d'amour entre Marie et le narrateur, je me suis dit que je pouvais mettre un peu de psychologie dans cette histoire et que si je le faisais, je le ferais de toute façon avec des pincettes, avec des réserves et qu'au contraire, ça pouvait apporter quelque chose. J'avais bien conscience de la réserve, qu'il ne fallait pas abuser de la psychologie, mais qu'au contraire, quelqu'un qui était très méfiant vis-à-vis de la psychologie, si de temps en temps j'insufflais un peu de psychologie dans les relations amoureuses entre le narrateur et Marie, ben, j'apportais finalement quelque chose de nouveau, de riche, qui pouvait résonner, qui pouvait trembler, qui pouvait rencontrer un écho dans l'esprit du lecteur. Et puis à partir d'un moment, je me suis dit, je n'ai aucune limite à avoir. Je peux utiliser tout ce que la littérature permet. Et donc, finalement, je dirais qu'avec les deux derniers livres, avec la clé USB et les émotions, j'ai même fait entrer dans le roman et dans ma façon de pratiquer le roman quelque chose qui jusque-là était totalement absent, c'est la politique. En parlant de l'Union européenne, en faisant du narrateur quelqu'un qui travaille à la Commission européenne, finalement, il y a un regard sur la politique
qui était totalement absent, qui aurait été ironique si je l'avais fait entrer plus tôt. Et là, je parle de politique sans étant nécessairement ironique. Il n'y a pas d'ironie. Je ne me moque pas des fonctionnaires européens, je ne me moque pas des institutions européennes. Je parle de politique, je parle de ce travail sans qu'il y ait nécessairement un regard cynique, sans qu'il y ait nécessairement un regard critique ou ironique. J'essaie de prendre à bras le corps cette dimension qui était jusqu'ici absente de mon travail. Alors justement, dans la clé USB, on quittait ce nouveau personnage, Jean Dautrey. Alors, je ne sais pas si on dit Dautrey, Dautrey. Moi, je dis Dautrey, mais libre à chacun de… D'accord. Dautrey, donc, il sortait de la chambre où était étendu son costume, le corps de son père, prêt pour les funérailles. Et la remarque portait justement sur l'émotion qu'il devait ressentir. C'était très intéressant. Alors, c'est intéressant parce que la fin de la clé USB finit par ce mot émotion et ça donne le titre au tome suivant. C'était dans la composition, c'est assez intéressant de voir ça, évidemment. Et je me demandais si, justement, alors, dans la clé USB, je pense que je ne trahis aucune intrigue ici. Il dit ceci: je percevais l'émotion que la situation recelait. Je me rendais compte que la scène que j'étais en train de vivre était très émouvante, mais je n'éprouvais pas moi-même cette émotion, comme si l'esprit tendu et attentif, à l'écoute des sentiments que je ressentais ou que j'aurais dû ressentir, j'étais incapable de les éprouver vraiment. Je ne pouvais que les observer de l'extérieur et, dans cette nuance, dans cette infime distinction, je voyais cette constance de mon caractère, une raideur, une rigidité, une difficulté que j'ai toujours eu à exprimer mes émotions. C'est la dernière phrase du texte. Et je me demandais si ce n'était pas ça, finalement, être écrivain, à savoir mettre à distance les émotions, ne pas trop se coltiner, ne pas trop se frotter à elles, pour mieux, comme un savant, comme un scientifique, les isoler, les disséquer, afin de les faire éprouver au lecteur. Oui, en effet, c'est un regard très intéressant et paradoxal, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a cela en jeu, c'est-à-dire que pour pouvoir faire ressentir les émotions au lecteur, il faut les traiter à froid. Et donc, non pas dans l'émotion, mais finalement, en effet, les décortiquer, les analyser et le faire froidement, mais pour qu'elles apparaissent en effet au lecteur. Alors, c'est vrai que le titre émotion, les émotions, se prête très bien à ce livre-là parce qu'il dit quelque chose sur les cycles romanesques. Comme tu as souligné, c'est le dernier mot du premier volet, la clé USB, qui introduit la suite. Donc, si le livre est publié un jour en un seul volume, on finira la clé USB avec le mot émotion et on tournera la page et on aura juste après les émotions et ça poursuivra le livre. Il y a donc cette volonté que j'ai commencé donc, au début des années 2000 à écrire à la fois des livres qui étaient autonomes, individuels, qu'on pouvait lire séparément, mais qui s'inscrivaient aussi dans un cycle romanesque. Ça a été fait et achevé avec le cycle de Marie, les 4 livres du cycle de Marie dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, je commence un nouveau cycle avec le personnage de Jean Dautrey. Le premier volet, c'est la clé USB, et le deuxième volet, c'est les émotions actuellement, maintenant. Et une nouveauté aussi dans la clé USB, dans les émotions, surtout dans les émotions, c'est le lieu. On sait à quel point les lieux sont importants dans tes livres. Ce sont des lieux qui sont reconnaissables. Il y a une cartographie, j'appelle ça des effets de réel, qui sont introduits dans de la fiction, comme pour la rendre plus réelle encore, en fait. Il y avait l'hôtel d'En faire l'amour, le véritable hôtel, un des 2 hôtels. Il y avait le Louvre d'Enfuir, avec cette scène vraiment incroyable de Marie qui apprend la mort de son père au téléphone et qui court, qui fuit complètement bouleversée dans la salle des statues antiques. Et il y a ce contraste entre passé, le mouvement du présent
est assez saisissant. Et là, évidemment, il y a la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles qui est étroitement liée à ton intimité, évidemment, parce que c'est la ville où tu as grandi, c'est la ville où tu vis, où tu résides, où tu travailles. Où je suis maintenant. Exactement, où tu es ici. On retrouve le bâtiment Berlaymont, au siège de l'administration européenne, qui est cartographié, dont le frère du père de Jean Detré est architecte et rénove. Donc, on a droit à en détail certaines salles, la cafétéria, etc. Il y a l'Artwell House aussi, dans toute la première partie. C'est un ancien château anglais transformé en hôtel où a lieu la conférence sur la prospective à laquelle assiste Jean Detré. Je voulais savoir quel enjeu y avait-il à insérer dans de la fiction des effets de réel de manière aussi précise, parce qu'on sent quand même que tu es beaucoup documenté sur ces lieux-là. Oui, alors sur les lieux, il est vrai que les lieux sont très importants pour moi et ça participe de l'inspiration du roman. Lorsque j'ai commencé le cycle de Marie, une des choses les plus importantes, c'était la volonté de parler de Tokyo. Et fuir, c'est de la Chine. Donc l'Asie est vraiment au centre du cycle de Marie. C'est le Japon, Tokyo, Kyoto, la Chine, Shanghai, Pékin. C'était vraiment, ça participait du projet. Et puis, ce projet étant terminé, d'une certaine façon, il y a un retour aux sources, un retour à l'enfance, un retour aux origines, et qui, pour moi, c'est Bruxelles. C'est la date, le moment où tout ça s'est joué, je pense que c'est à la mort de mon père, en 2013. Mon père est mort en 2013. Mon père était journaliste, écrivain. Il a dirigé le soir de Bruxelles. C'était un Européen convaincu, humaniste. Et je pense que, d'une certaine façon, tout ce que je n'avais pas traité jusqu'à présent dans mes livres, je me suis dit qu'il était peut-être temps maintenant de m'en emparer. D'une certaine façon, je m'emparais symboliquement d'un territoire qui appartenait à mon père. La ville de Bruxelles, c'était plutôt le territoire de mon père. Moi, j'étais quand même plus parisien. J'avais fait mes études à Sciences Po à Paris. J'ai beaucoup voyagé. Je suis revenu à Bruxelles, mais Bruxelles était quand même le territoire de mon père. Et tout ce qui avait trait à la politique était aussi le territoire de mon père. En décidant de revenir aux sources, à mon enfance, à mes racines, à mes origines, finalement, je faisais comme un acte de filiation. Je poursuivais quelque chose qui appartenait à mon père. Et d'ailleurs, une chose que j'ai remarquée, c'est que pour ces deux livres-là, La clé USB et les émotions qui se passent à Bruxelles dans le milieu européen, j'ai procédé aussi, comme le faisait mon père, dans la préparation du livre, c'est-à-dire en faisant des grands entretiens préparatoires, en réunissant de la documentation, en faisant un travail finalement d'enquête, un travail journalistique. J'ai rencontré une quinzaine de personnes. Tout ce qui est dit sur l'architecture à Bruxelles, je ne l'ai pas sorti de ma tête. Il y a un ancêtre réel qui s'appelle Pierre de Groove, qui était réellement mon arrière-grand-père, mais j'ai dû me renseigner, j'ai dû en parler à ma mère, qui m'a donné plus d'informations sur lui. J'ai rencontré 3 ou 4 architectes à Bruxelles pour réfléchir à l'architecture à Bruxelles, qui est très intéressante. Il y a dans le roman 3 générations d'architectes et je brosse une sorte de portrait de l'architecture à Bruxelles au XXe siècle. Un des personnages, le frère du narrateur, a été chargé de la rénovation du Berlaymont, ce qui me permet de faire une grande scène de visite du chantier du Berlaymont. Et évidemment, le Berlaymont est ce bâtiment symbolique de l'Europe. Et donc, finalement, je me suis approprié et Bruxelles et l'Europe, mais je le répète, il y a un lien avec mon histoire personnelle et notamment avec cette façon de poursuivre quelque chose qui était plus du domaine de mon propre père. Il y a d'ailleurs une scène assez passionnante dans le livre où les deux frères font l'éloge de la Chine moderne auprès du père. Et le père les renvoie en leur disant « Mais vous ne vous rendez pas compte, vous faites l'éloge d'une dictature. Il parle des droits de l'homme, il parle des Ouïghours, il parle de tout ça. »
Et on sent Alors, vraiment… le père est très. Alors, non, il ne parle pas des Ouïghours Non, pas des Ouïghours, pardon. Ouais. parce que l'action se passe en 2016 et en 2016 on est vraiment encore à l'extrême limite. C'est-à-dire que la Chine, finalement, au moment de l'élection de Xi Jinping, on ne savait pas encore qu'il allait amorcer ce virage totalitaire. Je pense qu'on l'a su à partir du moment où il a dit qu'il allait rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le souhaiterait et qu'il a fait voter la possibilité de faire plus de 2 mandats. Mais c'est d'ailleurs intéressant comment, et dans la clé USB et dans les émotions, il y a un regard sur la Chine, une fascination sur la Chine du personnage, mais d'une certaine façon qui est la mienne. Parce que moi, depuis 2000, j'ai entretenu des relations très étroites avec mon éditeur chinois, avec Chentong. J'ai écrit un livre qui s'appelle Made in China, où je raconte ces relations très étroites avec Chentong. Et je dirais que moi-même, j'ai eu jusqu'en 2016 une sorte de fascination plutôt positive vers la Chine, même si j'admettais des limites réelles. Je gardais une fascination. Depuis 2016, mon attitude a changé. Alors, évidemment, cette scène est très intéressante parce que la scène avec le père, à laquelle tu fais allusion, se passe en réalité en 2010. En 2010, parce que c'est un flashback à la fin du livre qui a lieu pendant la crise du volcan islandais. Et pendant la crise du volcan islandais, le père du narrateur a été opéré et se trouve à l'hôpital. Et c'est à ce moment-là que les 2 fils vont le voir. Le fils architecte revient de Chine et fait l'éloge de la Chine, en tout cas du dynamisme de la Chine, du dynamisme culturel de la Chine, de la place faite aux femmes, comment une jeune chef de chantier d'à peine 40 ans pouvait diriger 3000 ouvriers. Tout ça est réel, tout ça, et c'est quelque chose que moi j'ai ressenti, cette fascination pour la Chine, je l'ai ressenti, et certainement en 2010. Alors après, en effet, petit à petit, tout au long des années 2010, cette fascination pour la Chine est devenue plus méfiante. Et je dois reconnaître que mon père, mon propre père aussi, avait cette méfiance assez naturelle vis-à-vis de la Chine. Et je dirais qu'il avait senti venir certaines évolutions que moi-même, je n'ai perçues, je dirais, nettement qu'à partir de 2016-2017, quand Xi Jinping a décidé finalement de rester au pouvoir et que sa position s'est durcie sur de très nombreux points. Et il y a aussi une concomitance entre la mort du père et la mort d'un monde. C'est très prégnant. Il y a un très beau passage. Enfin, il y en a plusieurs, mais là, je tombe dessus, où tu écris: puis était survenu coup sur coup, coup de grâce sur coup de grâce, le Brexit et l'élection de Trump. Mon père, dans les derniers mois de sa vie, avait vu une page se tourner sous ses yeux où l'outrance, la calomnie et le mensonge s'étaient propagés dans l'espace public, où le respect des faits n'avait plus le caractère intangible qu'il avait toujours eu dans le passé. Et plus loin, c'est aux prémices de l'éclosion d'une ère nouvelle qu'il avait assisté, où l'émotion, ou sa caricature, car les véritables émotions sont intimes et silencieuses, avait pris le pas sur la raison. Mon père, déjà très affaibli, malade, abasourdi, était resté groggy, mais j'ai la conviction que face au naufrage qu'il voyait se profiler, il avait toujours gardé un espoir secret, refusant de voir l'idéal européen qu'il avait défendu toute sa vie s'effondrer comme un château de cartes. Donc, tu parlais tout à l'heure effectivement de cette notion d'engagement, pratiquement, que je ne te connaissais absolument pas jusqu'ici. Et là, il y a le nom de Trump, il y a le Brexit. On sent qu'on a le sentiment que les événements du monde t'ont exhorté à en parler et à l'intégrer dans ta littérature. J'invoque aussi la figure de Stefan Zweig, que je compare aussi à la date, la date de la mort de Stefan Zweig, la date de la mort du père. Les deux meurent à un moment où une époque s'achève. Ils voient, je dirais, sous leurs yeux un monde s'écrouler, le monde de raffinement de l'Europe entre les 2 guerres qu'a connu Stefan Zweig s'écroule avec le nazisme, et un certain monde, avec le Brexit et l'élection de Trump, s'écroule sous les yeux du père. Mais c'est très important, je voudrais revenir sur l'ambivalence du mot émotion. Tu as cité là le fait que, en fait, l'émotion dans le débat public, on a vu qu'il
que certains hommes politiques usaient de façon très délibérée de quelque chose d'émotionnel. Quelque chose d'émotionnel qui pouvait être assez truqué ou faux ou caricatural, justement pour refuser la raison, pour refuser le débat démocratique, pour refuser l'échange d'arguments. Il jouait sur l'émotivité, il jouait sur une qualité d'émotion. Et on l'a beaucoup vu au moment du Brexit et au moment de l'élection de Trump. Trump cherche à toucher l'émotivité. S'il voulait toucher la raison, il ne trouverait personne parce qu'il est complètement, il a tort sur toute la ligne dans le domaine de la raison. Par contre, il arrive à exciter une certaine émotion et c'est ça qui fait son succès. On a donc là, dans le débat public, une émotion qui pourrait avoir un signe négatif. Or, moi, j'appelle mon livre Les émotions. Et pour moi, ce que je recherche comme écrivain, c'est de capter, de saisir des émotions privées, des émotions personnelles qui n'ont rien à voir avec ces émotions publiques et ces émotions utilisées en politique et qui sont finalement peut-être ce qui donne le plus de valeur à la vie. C'est des émotions qui sont en l'occurrence liées au deuil, mais aussi toutes ces émotions amoureuses. Le personnage se souvient de plusieurs aventures avec plusieurs femmes et il y a des moments comme ça où les émotions amoureuses affleurent, reviennent à la surface et ce sont des choses très ténues. Et là, on rejoint finalement ce que j'ai toujours fait depuis 35 ans, capter des choses vraiment minuscules, presque invisibles, des choses volatiles, fugitives. C'est ces émotions-là, très précieuses, que j'essaye tout au long du roman de capturer, de saisir et de les faire revivre. Et ça, je pense que c'est une des spécificités du roman, c'est d'aller à la recherche de ces petites émotions qui sont très petites, mais en même temps très belles et aussi universelles, que chacun d'entre nous peut ressentir. Et justement, on parlait de Jean Detrée, qui dans le métier est de prévoir l'avenir. Et je crois qu'il y a un procédé dans ta littérature qu'on retrouve bien avant la KUSB, bien avant les émotions. Ce sont toutes ces prolepses, tous ces éléments dans le livre, des éléments inanimés, des objets porteurs d'une qualité plus grande que les personnages, qui sont exploités plus tard de manière spectaculaire. Je pense au flacon d'acide chlorhydrique, par exemple, dans Faire l'amour. Je pense au couloir qui est décrit au début du roman des émotions, et je me tairai, je ne veux pas divulguer l'exploitation ensuite de ce couloir qui a l'air de rien comme ça, même si tu l'annonces, tu dis je ne savais pas, je ne pensais pas, je ne savais pas que ce couloir plus tard aurait autant d'importance pour moi. Enfin, je le dis très mal, mais tout ça pour dire que voilà que tu donnes des petites indications. Et je voulais savoir comment le fait d'annoncer l'avenir, un peu comme ton personnage en soi et toi en tant qu'écrivain avec des petits cailloux comme ça que tu poses au fil de la lecture, qu'est-ce qu'elle apporte à l'écrivain que tu es et qu'est-ce qu'elle te permet de faire? Mais en réalité, il se passe qu'en 2015, j'ai été invité à Hartwell House par un ami qui vit à Londres. Et la traduction de mon essai L'urgence et la patience venait de paraître en Angleterre. Je lui avais offert et lui-même s'occupait de prospective. Et en réalité, je ne savais pas très bien ce que c'était la prospective à l'époque, mais il m'a proposé de venir à Hartwell House lors d'un congrès de prospective pour présenter mon livre. Et j'ai découvert là un univers assez fascinant, celui de la prospective, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur ce que sera ou ce que pourra être l'avenir. Ce sont donc des gens avec des outils scientifiques tout à fait rigoureux, essayent de capter les tendances qui sont déjà présentes dans la société, mais qui sont présentes à bas bruit, à peine visibles, mais qui vont sans doute devenir plus importantes et qui seront l'avenir de nos sociétés. Et c'est évidemment très important de les identifier pour pouvoir préparer l'avenir, pour que les politiques, les entreprises ou les hommes politiques préparent l'avenir. Et j'ai trouvé qu'on avait là un sujet romanesque tout à fait fascinant, parce que le temps est évidemment toujours important pour le romancier. Le passé, bien sûr,
le présent évidemment, mais l'avenir, finalement, c'est assez rare qu'on ait l'occasion de parler de l'avenir. Et là, je trouvais très intéressant d'avoir un personnage qui professionnellement travaillait sur l'avenir, ce que serait l'avenir de nos sociétés, ce que pourrait être l'avenir de nos sociétés, mais qui en même temps, en ce qui concernait son avenir privé, était complètement pris au dépourvu. Et finalement, il était en train de se séparer de sa femme, son père était en train de mourir, et il n'avait aucun des outils dont il se servait professionnellement qui pouvaient lui venir en aide. Il était démuni, il était perdu. Et donc ce personnage, auquel j'ai beaucoup prêté de moi-même d'ailleurs, mais il y avait cette idée d'en faire quelqu'un qui serait un expert de l'avenir public et quelqu'un de complètement perdu dans son avenir privé. Ça me semblait vraiment une idée romanesque très intéressante, et en fait c'est ça que je traite depuis ces deux romans-là, c'est cette façon de concevoir l'avenir, et qui est finalement très différente. Il y a une très grande différence entre l'avenir public et l'avenir privé. L'avenir de la société n'est pas nécessairement notre avenir. Parfois, il y a des conjonctions. Parfois, notre avenir est impliqué par l'avenir public, par l'avenir de la société. Mais parfois, ils sont séparés, et en l'occurrence, professionnellement, le narrateur est très compétent dans l'exercice de ses fonctions, mais dans sa vie privée, il est démuni, et ne sait pas comment il va s'en sortir avec sa femme, son divorce, la maladie de son père. Tout ça le submerge. Et j'ai pensé qu'il y avait là vraiment une matière à roman. Alors, avant de donner la parole aux personnes qui nous écoutent, qui auront peut-être des questions à te poser, je voulais simplement rappeler que tu n'es pas qu'écrivain, tu es aussi artiste plasticien, tu es cinéaste, puisque je rappelle la superbe exposition La main, le regard qui a eu lieu au Louvre. Et c'est assez rare pour un artiste d'être exposé au Louvre de son vivant. Et je dois dire que c'était une très belle exposition. Évidemment, La patinoire, ton long métrage en 99, qui avait déjà, alors là pour le coup, on est aussi un peu dans la prospective, parce que je me souviens, moi j'étais au lycée, et c'était le début d'Internet, et tu avais mis des webcams sur le tournage, à savoir la patinoire, et on pouvait suivre en live, à moins d'avoir un modem et quelque chose qui fonctionnait à l'époque, on pouvait suivre en live le tournage de ton film. Je me souviens de ça très bien. Aussi Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux l'an passé, autour de tes livres aussi, où je n'ai pas pu aller, mais on m'en a dit le plus grand bien. Et puis le spectacle autour de MMMM, donc les initiales du nom de Marie. Et donc sur scène, au Théâtre du Rond-Point l'an passé, avec les Delano Orchestra. Et voilà, ce sera ma dernière question. Je voulais savoir si, lorsque tu crées comme ça un roman, une œuvre littéraire, est-ce qu'il y avait dans ta tête une sorte de débordement sur un autre art, la volonté de l'exprimer autrement en passant par autre chose, ou pas du tout? Alors quand je suis en train d'écrire ou de faire un film ou une exposition, je me limite à ce que je fais. Et je pense que c'est très étanche. Il n'y a pas rien ne passe de l'un à l'autre, mais dès que j'ai fini, j'essaie de voir comment ça pourrait se poursuivre. En fait, j'aime qu'il y ait des prolongements, j'aime qu'une œuvre littéraire puisse être réexaminée. J'aime l'idée, la formule de dire que la forme entraîne de la forme. Et donc, en fait, j'aime beaucoup l'idée qu'à partir d'une œuvre littéraire, on en fasse un film, on en fasse une pièce de théâtre, on en fasse un spectacle, on en fasse éventuellement une exposition. Disons qu'à partir lorsque le travail est fini, tous ces compartiments étanches, voilà, je les ouvre. Mais en fait, chaque compartiment est étanche. Quand j'écris un livre, je ne pense qu'au livre. Quand je fais un film, je ne pense qu'au film. Quand je fais un spectacle, je ne pense qu'au spectacle. Mais une fois qu'il est terminé, j'ouvre toutes les portes, toutes les vannes, et j'aimerais que ça circule et que d'autres choses se fassent. Et donc, je suis toujours ouvert à des nouvelles expériences formelles. Je pense que c'est très important pour moi
le mot formel. Même mon site internet, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur mon site www.jptoussaint.com. En fait, c'est une création formelle. Je ne l'ai pas fait tout seul parce que je n'ai pas les compétences en informatique, mais j'ai réalisé le site avec un informaticien belge qui s'appelle Patrick Soquet, qui est extrêmement compétent, mais aussi avec un professeur, chercheur, ami qui s'appelle Laurent Demoulin, et aussi avec d'autres collaborateurs qui peuvent être des traducteurs, qui peuvent être des professeurs dans des universités. Il y a une dizaine de personnes qui collaborent à ce site internet. Et notre idée, c'est de créer des formes. C'est de faire un site internet qui soit un site internet qui ait une spécificité. Ce n'est pas une page publicitaire, ce n'est pas une page Facebook, c'est un site internet qui crée une forme qui est spécifique à Internet. Donc voilà, j'ai en effet des activités multiples. Je voudrais juste signaler que l'année dernière, en 2019, il y a eu un très beau colloque à Bordeaux, un colloque international qui s'appelait Lire, voir, penser, l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint. Alors là, j'ai sous les yeux le livre. Alors c'est un gros livre, hein, je fais la tranche, je pourrais presque remplir complètement comme ça. C'est un très gros livre. Lire, voir, penser l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint, qui a été publié aux Impressions Nouvelles. C'est un colloque qui a duré une semaine. Et même là, avec les organisateurs du colloque, Jean-Michel Devéza et Benoît Peters, on a réfléchi à comment rendre un colloque vivant, comment donner une forme à un colloque. On a limité les interventions des participants à 20 minutes. Chaque intervention durait maximum 20 minutes. C'est la même personne, Benoît Peters, qui a animé les 4-5 jours de débat. Et tous les soirs, il y avait un événement. Tous les soirs, il y avait quelque chose en marge, en plus du colloque. Ça a été la projection d'un film, La Patinoire. Ça a été un concert du Delano Orchestra. Ça a été le vernissage de l'exposition que j'ai faite au MAD de Bordeaux, au Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux. Tous les soirs, il y a une soirée site internet et puis la soirée finale, enfin, où on a bu le banquet final. Mais bon, chaque fois, on a essayé de créer un événement. Et pour moi, c'est très important qu'il y ait dans toute chose qu'on fait, il y ait une réflexion sur la forme. Et donc, on a commencé comme ça, avec cette exigence littéraire de la littérature, cette réflexion sur la forme. Donc, pour moi, la littérature, c'est une question de forme. Évidemment, le fond importe, mais ce qui est le plus important, c'est la forme. Mais dans tous les arts, que ce soit en photographie, au cinéma, au théâtre, etc., ce qui importe, c'est d'avoir une réflexion sur la forme. C'est ça, pour moi, qui est le plus important. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Alors, n'hésitez pas à lever la main si certains d'entre vous veulent poser des questions. Vous pouvez aussi passer par le chat si vous êtes timide et je lirai la question sur le chat. C'est l'occasion, ce silence, de remercier Julie Demange pour m'aider à avoir fait entrer les personnes lorsque j'étais en discussion. Merci beaucoup, Julie. Alors, est-ce que j'ai des questions? Non, pas de questions. C'est toujours la première la plus compliquée, puis après, on a l'avalanche. Non. En reste-t-on là, du coup? C'est votre dernier mot? Je vous invite à acquérir cela à la bibliothèque du lycée de Singapour. La prochaine fois que je viendrai à Singapour, je viendrai vérifier. Comme je le disais à Sébastien, je suis venu en 2008. En 2008, j'étais très épaté par le lycée français de Singapour. Je garde un souvenir très vif. On a même l'espace de sport. Alors, il y avait la cinémathèque, enfin, la salle de cinéma tout en haut. Je me souviens, on montait tout en haut. Mais quand on montait les escaliers comme ça, les escaliers extérieurs, parce on voyait l'espace de sport à travers, dans mon souvenir. Hein. Et j'étais absolument interloqué, ébahi par le magnifique stade dont vous disposiez pour préparer les Jeux Olympiques. Vraiment, c'est idéal.
C'est encore plus grand aujourd'hui et on a 2 amphithéâtres, dont un de 600 places. Donc, tu vois, salle de cinéma, ce sont des salles de classe maintenant, au 5e étage. Il y avait un texte là qui est passé, mais je n'ai pas Non, c'est simplement des remerciements. eu. D'accord. Bon, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée à tous, une très bonne journée à Jean-Philippe. Je vous remercie encore 1000 fois pour son intervention et au plaisir de le retrouver peut-être physiquement dans les prochaines années quand la petite bête nous aura laissé tranquille. Voilà, je reviens volontiers à Singapour. Avec grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.